Ok Guillaume, donc du coup, bon, après avoir traité le concept d'espèce, je voulais aborder avec toi donc deux concepts, comment dirais-je, qui sont reliés évidemment, notamment donc le concept du vivant et le concept d'évolution. Enfin, ces deux concepts étant liés. Ouais. Euh, première Oui, première question. oui, en effet. Oui, c'est ça, évidemment. Euh, enfin, je vais te poser un ensemble de questions comme ça, et puis après comment dirais-je, je t'interromprai de temps en temps. Première question, comment définit-on le concept de vie? Qu'est-ce que la vie? Est-ce qu'on peut donner une définition scientifique de la vie? Mm. Je voulais revenir un petit peu sur la question des virus, mais qu'on a déjà un peu abordé sur est-ce qu'un virus, peut-on considérer un virus vivant, donc de par cette définition ou de par dans cette définition de la vie? Et comment tu décrirais, comment dirais-je, comment interviennent les concepts darwiniens dans le cadre de l'évolution de ces virus? Est-ce que tu pourrais être un peu précis sur cette évolution, alors au travers peut-être du coronavirus, mais ça peut être d'autres virus, et Mhm. notamment du concept de sélection naturelle? Oui, bah, justement, la sélection naturelle est au cœur du sujet, puisque si on prend les débats qui animent aujourd'hui la communauté scientifique sur la définition du vivant, il y a une partie de cette communauté scientifique qui aurait tendance à penser que le vivant, euh, on peut... Le vivant, d'abord, c'est une boîte, c'est un mot qui est associé à un concept, on est dans la taxonomie, là, hein. Il faut bien caractériser la boîte la plus inclusive du phénomène biologique. Et le vivant, ça serait précisément ces entités du monde réel qui subissent des variations spontanées. Elles sont suffisamment complexes pour changer certaines de leurs parties, mais surtout transmettre à un alter ego ce par quoi on a changé. Variation, transmission, transmission, quelle que soit la manière dont on transmet, par contact, en infectant un hôte, en faisant du clonage, en faisant de la reproduction sexuée. Enfin, il y a plein de façons de transmettre, hein. Voilà, donc prenons le mot transmission au sens large, variation, transmission, et puis aussi contrainte, parce que le monde physique dans lequel le vivant se déploie est un monde fini. Et donc, il va y avoir un moment où, à force de transmettre, eh bien, on va rencontrer des limites. Et ces limites vont constituer des contraintes. Et donc, si on transmet sous contrainte, ça veut dire que celles des entités qui transmettent le plus facilement, celles des entités dont les constitutions physiques sont les plus propices à la transmission, vont le faire plus souvent que celles qui sont moins propices à la transmission. Et donc, en fait, au bout du compte, on va avoir une transmission différentielle. La population va changer. Et donc là, on vient de dire variation, transmission, contrainte, c'est le principe, c'est le triptyque qui fait la sélection naturelle. Donc si on prend une définition large du vivant, bah, c'est tout ce qui est, tout ce qui manifeste le principe de sélection naturelle. Euh, les virus, évidemment, sous ce schéma, sont vivants, font partie du vivant, puisqu'ils varient de toute évidence, et notamment les petits bouts de matériel génétique qui les constituent changent. Il y a des recombinaisons fortuites, extrêmement délétères d'ailleurs. Beaucoup de virus qui ont recombiné, beaucoup de combinaisons génétiques virales ne mènent même pas à une capside ou une capsule qui va être propice à sa propre reproduction. Bref, il y a cette idée qu'il y a un foisonnement, et de ce foisonnement, il va y avoir un filtre environnemental qui ne va laisser survivre que quelques-uns, qui fortuitement auront les combinaisons qui permettent leur propre transmission. C'est comme ça que les lignages généalogiques se forment. Alors ça, c'est la définition large du vivant. Dans le passé, on a eu des définitions plus restrictives. Euh, Quand j'étais étudiant, on nous disait le vivant, c'est une entité qui différencie un milieu intérieur d'un milieu extérieur, et que dans le milieu intérieur, cette entité, elle est autonome pour gérer son énergie. Et il y a un ensemble de réactions chimiques qu'on appelle le métabolisme à l'intérieur,
qui crée des régularités moléculaires pourvoyeuses d'énergie. Et puis, elle est aussi autonome en matière de reproduction. Et quand on pense à cette réflexion, à cette définition, on se dit, elle est un petit peu, elle est quand même insuffisante parce que cette idée d'autonomie, c'est un mirage. Quand on regarde le vivant de près, on s'aperçoit que l'autonomie, c'est une illusion. Aucun être vivant n'est autonome à l'égard des autres. Si on réfléchit un seul instant à l'ensemble des gènes que nous transmettons par nos cellules sexuelles à la génération suivante, eh bien, ces gènes ne pourraient avoir aucune pérennité généalogique s'il n'y avait pas toutes les espèces bactériennes qui habitent votre tube digestif et qu'on appelle le microbiote. Ces gènes-là, ils ne sont pas autonomes. Ce génome-là, il n'est pas autonome. Il dépend à une autre échelle d'organisation d'autres génomes qui habitent notre tube digestif. Ce microbiote, si on ne l'avait pas, nous ne pourrions simplement pas digérer nos aliments. Cette idée d'autonomie, elle est complètement calquée sur l'image que l'humain se fait, enfin que l'occidental se fait de sa propre autonomie individuelle. Marc-André Sellos a fait un très beau livre qui s'intitule Jamais seul, aux éditions Actes Sud, où il montre bien l'intrication énorme des êtres vivants dans leurs relations fonctionnelles. L'autonomie est une illusion, est un mirage en quelque sorte. Donc l'autonomie peut pas véritablement rendre compte d'une définition du vivant. Le vivant est intrication. Par contre, c'est beaucoup plus rigoureux de définition, à mon sens, hein, il me semble plus rigoureux de définir le vivant par le principe de sélection, parce qu'on a là un principe qui habite toutes les échelles du vivant, du virus, jusqu'aux sociétés, jusqu'aux émergences de ce que produisent les sociétés animales, et en l'occurrence de ce que produisent les sociétés humaines en matière d'outils technologiques, en matière de symboles, en matière de motifs culturels, qui évoluent également. Donc la question de savoir si le virus est vivant, logiquement, oui, selon la première définition que j'ai donnée, le virus est vivant, il est soumis aux règles de la sélection naturelle. Et dans la définition ancienne, celle que j'avais reçue à l'école, le virus n'était pas considéré comme vivant parce qu'il n'était pas autonome dans la pérennisation de sa propre constitution. Il devait infecter des cellules hôtes pour maintenir son propre lignage. Mais son autonomie, j'en ai fait la critique, donc n'en parlons plus. Le virus est vivant, oui. D'accord. Et alors, juste par rapport à ces virus, justement, parce qu'il y avait une théorie qui me semble assez, justement, par rapport à cette sélection naturelle, c'est que il y a souvent une idée, une théorie qui dit que globalement, les virus les plus dangereux ne peuvent pas se propager de la même manière que, par exemple, le coronavirus, qui est comme déjà un virus assez dangereux, dont on ne connaît pas encore tous les détails. L'idée que, par exemple, un virus très dangereux ne peut pas survivre très longtemps dans une population, parce que s'il est très dangereux, il va faire disparaître justement son hôte, en fait. Donc, oui. Pour qu'un virus survive et puisse se propager, il faut, par nécessité de la sélection justement naturelle et du maintien dans l'environnement, qu'il ne soit pas trop dangereux, justement. Oui, alors voilà, on peut le dire, si je le dis d'une manière, si je le dis d'une manière darwinienne, c'est-à-dire qu'on peut avoir une variation sur, comment dire, la dangerosité ou le caractère pathogène ou comment dire, la mort, j'ai oublié le terme, il ne m'en vient pas tout de suite. Bref, on va dire pour faire simple, dangerosité. Il peut y avoir une variation dans une population virale de la dangerosité. Ceux qui ne le sont pas du tout, ceux qui le sont moyennement, ceux qui le sont extrêmement, ne va se maintenir bien sûr de cette variation, ne va se maintenir dans le lignage que ceux des virus qui ne rendent pas trop malades leur hôte, pas malades du tout d'ailleurs non plus, et puis ceux qui vont les faire mourir trop vite vont s'éteindre d'eux-mêmes, hein, parce qu'ils vont détruire la maison qui les abrite en quelque sorte. Donc on ne voit surgir des populations virales que celles qui sont moyennement à peu létales pour les hôtes. Voilà.
Le virus a besoin de son vecteur. Excepté peut-être des virus qui pourraient passer d'une espèce à une autre plus facilement, peut-être, tu vois. Oui, alors, ça circule, en particulier les coronavirus Là, il circule. habitent beaucoup de vertébrés, notamment les oiseaux et les mammifères. Oui, les virus circulent d'une espèce à l'autre et surtout en ce faisant, ils recombinent. Ils ont des opportunités de recombinaison génétique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais reprenons cette idée de patchwork. Ils sont déjà d'ailleurs à l'origine des patchworks de bouts de génome qui, de manière fortuite, ont des combinaisons capables juste de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire en gros d'utiliser la machinerie cellulaire d'une cellule hôte pour se reproduire, pour l'utiliser de telle façon que leurs propres protéines soient synthétisées, sortir de cette cellule et puis adhérer, une fois qu'elle est sortie, adhérer aux prochaines hôtes par des mécanismes, d'interaction protéique entre les récepteurs protéiques des cellules hôtes et les formes protéiques qui sont à la surface des virus. Bref, ce bagage minimum de transmission, la variation, elle se fait de toute façon. Hein, c'est l'altération de la matière permanente qui fait la variation. Du moment que les virus ont des capacités de transmission, celles des combinaisons qui permettent des capacités de transmission nous forment des virus tels qu'ils existent aujourd'hui. Pour le coronavirus. Sur le coronavirus, par exemple, il y a une étude qui est en cours sur une transmission de l'homme vers le chat. Je sais que j'ai un copain qui est vétérinaire et il disait qu'encore cette question-là n'était pas totalement résolue. On a trouvé des cas de transmission et qu'on ne sait pas encore. Il y a un Science qui est sorti cette semaine sur le fait que les chats peuvent être porteurs. Oui. Ce qui n'est pas très surprenant. La protéine S du Covid-19 est à 99% similaire au coronavirus qu'on trouve chez le pangolin. Il y a toutes les chances qu'à partir d'une base chauve-souris, une base génomique globale du virus qui est celle qui ressemble pas mal à des virus de chauve-souris, par le confinement de chauve-souris et de pangolins en un même endroit, on a réitéré des contacts. C'est un peu comme une loterie. À force de jouer à la loterie, on finit par gagner le gros lot. Il y a énormément de combinaisons qui ne se sont pas faites. Il y a énormément de combinaisons génétiques virales qui ont abouti à rien. Et à force d'essayer, entre guillemets d'essayer, de temps en temps, il y a une forme qui fonctionne. Et il se trouve que cette protéine S, là, de pangolin, sur un fond de génome viral qui vient des coronavirus de chauve-souris, cette protéine S, elle adhère aux protéines de l'épithélium respiratoire humain, et ce qui permet d'ailleurs au Covid-19 de rentrer plus facilement dans les humains, grâce à la clé, entre guillemets, la clé pangolin. Mais il se trouve que les pangolins, qu'on appelle les pholidotes en taxonomie, les pholidotes sont le groupe frère des carnivores en phylogénie des mammifères. Quand on regarde l'arbre de parenté des mammifères, les carnivores et les pholidotes sont groupe frères, ce qui fait que je ne suis pas surpris d'apprendre que la protéine S de pangolin, qui est celle qui rentre chez nous, rentre assez facilement chez le chat et chez le tigre, parce que finalement, c'est le groupe frère des pangolins. Ça illustrerait en gros ce qu'on a dit sur les parentés entre virus et différentes espèces, etc. Voilà. D'accord. Puis alors une dernière question donc qu'on avait déjà abordé. Alors comme je t'ai dit, est-ce que ces concepts darwiniens, donc le concept de sélection naturelle, donc est-ce que ce concept peut, parce que on en a déjà parlé, que ça posait des problèmes notamment dans le cadre de la sociobiologie, avec Galton, il y avait Galton et puis Malthus, il y a eu beaucoup de polémiques et de récupération idéologique donc de ces concepts darwiniens. Est-ce que ces concepts darwiniens peuvent être utilisés pour mieux comprendre, en sociologie, en ethnologie, en anthropologie, et peuvent permettre de comprendre encore mieux comment les sociétés ont évolué et évoluent. Il y a une anthropologie darwinienne exprimée dans la filiation de l'homme, écrite en 1871 par Darwin. La sélection naturelle
euh, explique par quelle capacité un lignage va entretenir sa propre pérennité. Euh, Celles des capacités qui, fortuitement acquises, permettent à leurs porteurs de faire plus de petits à la génération suivante, eh bien, vont se maintenir forcément dans le lignage si ces capacités sont transmissibles, bien sûr. Et il y a bien sûr capter des ressources vis-à-vis de congénères qui solliciteraient ces mêmes ressources. Donc, bien sûr que l'aptitude à capter des ressources est une capacité qui, si elle est transmissible, va se maintenir dans le lignage. Mais il y a aussi coopérer. Si on se nourrit plus individuellement par tête de pipe en coopérant avec ses congénères qu'on ne le ferait sans coopérer, eh bien, la capacité à la coopération, si elle est transmissible, va se maintenir dans le lignage. C'est ainsi que Darwin explique l'origine des sociétés animales, des assemblages d'individus qui coopèrent entre eux. Ce faisant, par tête de pipe, ils font plus de petits à la génération suivante qu'ils n'en feraient s'ils ne coopéraient pas. Donc on voit bien que la sélection naturelle, elle est génératrice de compétition, mais elle est génératrice aussi de coopération. Elle est génératrice de camouflage. Ça tombe sous le sens. Les individus qui ressemblent plus à leur milieu font plus de petits à la génération suivante si cette ressemblance est transmissible. Parce que ce faisant, ils échappent à leurs prédateurs, donc les chances de vivre plus longtemps sont augmentées. Mais de même, ils échappent à la perception de leur proie, donc ils captent plus de proies, et donc ils se nourrissent mieux. Donc ces principes-là, on voit bien que les manifestations de la sélection naturelle sont multiples. C'est un concept complexe. Euh, Galton en a fait évidemment quelque chose d'assez grossier, c'est qu'il était obsédé par la baisse de la qualité de la population anglaise et il a en quelque sorte préconisé l'élimination des individus indésirables pour améliorer la qualité de la population anglaise. Ce travail-là, c'est pas Darwin qui l'a fait, c'est Galton. Et puis on a le phénomène de la sociobiologie qui n'a pas contribué à améliorer le sort de la sélection naturelle ou la fécondité de ce concept dans le champ des sciences humaines et sociales. La sociobiologie, qu'est-ce qu'elle faisait en 1975? Elle avait tendance alors elle avait une tendance plutôt intéressante de regarder dans quelle mesure le concept de sélection naturelle pouvait être fécond pour expliquer les comportements humains et un certain nombre d'attitudes humaines, mais ce faisant, il le faisait en utilisant un génocentrisme échevelé qui était largement, comment dire, illégitime, c'est-à-dire qu'il réduisait des capacités humaines complexes à l'expression de quelques gènes ou d'un gène. Et ce génocentrisme-là, ce déterminisme génétique naïf, a été vivement critiqué, et à raison, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Mais ce faisant, on a rejeté, les sciences humaines et sociales ont rejeté la sociobiologie en critiquant son génocentrisme, mais en même temps en refusant le darwinisme qui était en quelque sorte sa démarche initiale. Donc aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a quitté le génocentrisme des années 70. On revient à des positions davantage pondérées où on considère que si les cultures, par exemple, varient entre elles, si elles se transmettent, et en effet elles se transmettent, et elles se transmettent sous contrainte, eh bien les cultures, à leur échelle, sont soumises à un phénomène qu'on appellerait la sélection naturelle, mais qui n'est ni plus ni moins que le succès de transmission différentielle entre différentes cultures. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. De même, on l'a bien dit pour les langues. Les langues, d'ailleurs, même avant que Darwin n'écrive, Oui, à on la fin du XVIIIe siècle. l'évolution darwinienne dans le domaine linguistique aussi. Oui, oui, les langues, on voyait bien qu'il y avait un arbre généalogique des langues. Déjà dès la fin du XVIIIe, cette idée, elle avait émergé. Les langues varient. Alors, ô combien on ne parle pas la même langue selon si on est dans le 16e arrondissement de Paris et si on est à Sarcelles. Et aller écouter des jeunes de Sarcelles parler en verlan entre eux, vous aurez peut-être du mal à les comprendre. Et aller écouter le langage châtier
de certains quartiers de Neuilly ou du 16e arrondissement, vous aurez du mal à le comprendre aussi. C'est pour dire à quel point la langue varie, y compris géographiquement. Elle se transmet, bien sûr, elle se transmet. On parle la langue de ses parents, y compris l'accent de ses parents, y compris la richesse du vocabulaire de ses parents. Et sous contrainte, les langues sont soumises pour leur pérennité à la démographie des locuteurs. Et même si on a beaucoup de langues à la surface de la Terre, il y a l'énorme majorité des langues, aujourd'hui reconnues comme telles, sont parlées par un tout petit nombre de locuteurs. Donc, on a ainsi cette notion démographique qui fait que variation, transmission sous contrainte, des schémas de sélection naturelle peuvent s'appliquer. On pourrait même élargir à la communication, tout ça, globalement. Oui, oui. L'évolution de la communication. Si on étend encore, et en effet, on a la notion de mème qui a été, si je me souviens bien, émise par Richard Dawkins, cette idée qu'il y a des motifs de transmission qui sont des motifs culturels et qui seraient soumis à des phénomènes de sélection naturelle. Si on quitte le génocentrisme illégitime, je pense, des années 70, reconnaître cela à ce niveau, encore une fois, en se débarrassant du discours de valeur, c'est-à-dire ce discours de valeur qui consisterait à dire ce qui est majoritaire est forcément bien, ce qui est minoritaire est en train de mourir et tant pis pour eux, c'est qu'ils sont moins bien. Il n'y a pas de notion de mieux, de moins bien et de mieux derrière ce qui... Pas de morale, quoi, derrière. Voilà, c'est ça. On est juste en train de décrire une dynamique, c'est tout. On décrit la dynamique par laquelle on explique pourquoi certains variants sont majoritaires à un moment donné et pourquoi certains variants sont minoritaires, mais il faut arriver à se débarrasser des discours moralisateurs sur la sélection qu'on a trop eu dans le champ des sciences humaines et sociales. Pourquoi? Bah, peut-être pour des bonnes raisons historiques. C'est qu'il y a eu des gens pour s'emparer, il y a eu des gens pour porter un discours idéologique, enfin, pour produire une manipulation idéologique sur le concept de sélection naturelle en la prenant dans la nature et en transposant d'elle des préconisations à faire. Ça, c'est le travail de Spencer, notamment. Un an ou deux après l'apparition de l'origine des espèces, déjà Spencer était en train de dire ce qu'il fallait faire dans le champ économique et social, dans l'Angleterre victorienne, pour que la qualité de la population anglaise ne baisse pas. Très vite, chacun est allé puiser dans le travail de Darwin ce qui l'arrangeait bien pour faire des préconisations qui étaient illégitimes, en tout cas, qui outrepassaient leurs droits. Darwin l'a dit lui-même dans un courrier à propos de Spencer, il ne porte aucun crédit. Darwin ne porte aucun crédit aux conclusions qu'émet Spencer en matière de sélection naturelle. Il dit qu'il a des jugements trop hâtifs, des conclusions trop hâtives, que c'est plus compliqué que ça, que les sociétés humaines ne sont pas que une affaire de compétition. Malheureusement, on n'y peut rien. L'économie n'a gardé en mémoire que cela. Aujourd'hui, quand les entreprises se font la compétition entre elles, on parle de compétition darwinienne. Lorsque les entreprises coopèrent entre elles, on ne parle jamais de coopération darwinienne, alors que Darwin a parlé de la coopération. Et c'est pour dire à quel point ce motif est resté prégnant, malheureusement, dans la culture. En décembre dernier, le président du CNRS préconise la compétition entre les chercheurs, il en parle comme d'une compétition saine, et il le qualifie de darwinisme juste, en quelque sorte. Et ce faisant, réduit le darwinisme à la seule compétition. C'est pour dire que le motif culturel est resté largement ancré pour ceux qui n'ont évidemment jamais lu Darwin.